aussi nombreux pour ce film, le Requiem pour le rêve américain, par Noam Chomsky, parce qu'il s'agit d'une interview de ce philosophe et linguiste célèbre dans le monde entier, américain, qui a passé toute sa carrière académique, on peut dire, au MIT. Ça aussi, c'est une célèbre institution. C'est l'Institut des technologies du Massachusetts, qui a en même temps qu'elle fait des recherches sur l'écologie, ça c'est son point principal, aussi la fonction d'université. Donc, Monsieur Chomsky, Noam Chomsky, a fait Harvard, et après Harvard, tout de suite, il est passé au MIT, qui n'accueille que des grands hommes et femmes, c'est-à-dire qui ont vraiment beaucoup de nouveautés à apporter. Et ces recherches linguistiques étaient une nouveauté et qui ont bouleversé tout ce qu'on avait trouvé avant dans ce domaine. Bon, ça n'a pas empêché la controverse, M. Chomsky, qui a été tout de suite, dans les années 70, il était contre la guerre du Vietnam, il était un peu du côté anarcho-syndicaliste. Ça n'a pas empêché qu'on l'a noirci et qu'on a inventé des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Et moi, c'est comme ça, avec les gens qui ne sont pas tout à fait dans la ligne. Moi-même, j'ai fait la découverte de Noam Chomsky. Moi, ça fait un bail, dans les années 1990, à la Berlinale, le grand festival de films de Berlin international. Et là, j'ai vu ce film documentaire, un autre film documentaire, qui se basait sur son livre qui s'appelle « La fabrication du consentement ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce consentement? Je résume l'essentiel du film dans une phrase, qui est une phrase de Chomsky, la propagande. La propagande, donc la publicité, hein, en d'autres termes, est aux démocraties ce que la violence est aux dictatures. Autrement dit, le capitalisme, il nous formate de telle façon que nous devenons des consommateurs passifs et consentants. Pendant que les autres, les très riches, ultra riches même, les multinationales, avec d'autres termes, prennent le pouvoir et nous manipulent à plaisir. Donc qu'est-ce que ça donne pour la société américaine? L'Amérique, autrefois terre promise, aux nouvelles promesses où on pouvait devenir self-made man en -2, et où tout était pour le meilleur du monde. L'Amérique est devenue un jeu des inégalités absolument extraordinaires et trop d'inégalités, et où les jeunes aujourd'hui n'ont plus de perspective, exactement comme en France. Donc pour Chomsky, la politique devient une farce démocratique où les riches appliquent la ville maxime, c'est dans le film, la ville maxime de quelqu'un qui est vieux, qui est plus vieux que lui. Hein. Il a écrit ça dans 1776. C'est Adam Smith, et qui parle de ces riches, tout pour nous, rien pour les autres. Donc, le résultat de cette farce démocratique, c'est les élections en Amérique avec Donald Trump, un milliardaire, un psychopathe qui prend les rênes de ce pays et qui propage un peu, on peut dire la bêtise de ce gouvernement, puisqu'il fait des émules dans le monde entier. Il fait les émules au Brésil, où Jair Bolsonaro est venu au pouvoir, un militaire, et qui fait l'éloge de la torture qui a été appliquée pendant la dictature militaire au Brésil.
Il y a aussi Viktor Orban en Hongrie, plus près de chez nous, etc. etc. Qu'est-ce qui en est de la France? Nous ne sommes pas à l'abri, hein, parce que après le livre événement qui est l'enquête, la nouvelle enquête des Vincent Charlot, Monique et Michel, vous les connaissez, ces sociologues sulfureux, qui ont écrit un livre, vraiment, c'est un pamphlet, mais une enquête basée sur des faits, comme ils le font toujours. C'est le président des ultra-riches. Donc, d'après cela, c'est exactement la même chose qu'en Amérique, qui nous attend. Et bon, nous allons, dans la deuxième partie, donc, discuter avec Daniel Mermer, que je suppose que vous le connaissez depuis France Inter, où j'avais son émission là-bas, si j'y suis. Donc, je veux dire qu'il est non seulement ce journaliste de France Inter et maintenant de là-bas, si je suis sur Internet, mais aussi 2 fois co-réalisateur de 2 films sur Chomsky. C'était le premier pour lequel on l'avait invité, Chomsky et compagnie, et une année après, je crois, en 2010, il a fait, ou 2009, il a fait Chomsky et le pouvoir. C'était bien reflété dans cette interview. Hein. Oui. Vous voulez prendre la parole là ou vous voulez répondre aux questions? Oui, je vais bien répondre aux questions. Je suis ravi d'être là. J'étais venu effectivement il y a pas mal d'années, hein, une dizaine d'années ici. Oui, une dizaine d'années. Pour le film que nous avons réalisé avec et sur Chomsky. Voilà, et on a fait un second. Et puis on est allé le voir assez souvent à Boston. Et voilà, et maintenant il s'est installé en Arizona et il fête ses 91 ans cette année et il se porte très bien. Voilà, il continue d'être très efficace. Récemment encore, il est allé voir Lula dans sa prison. Voilà. Non, mais c'est un beau film que vous venez de voir. Hein. Et ça résume bien la merde dans laquelle on est. Oui, mais les idées, oui, mais aussi les raisons d'espérer. Hein. C'est la merde pendant laquelle on est, on y restera tant qu'on voudra. Hein. Hein? Mais le niveau mort. Bon, oui, non, je crois qu'il y a des bons moments. Là, on est en train de vivre un moment assez stimulant, là, quand même, et qui aurait tendance à donner raison à ces gens-là. Je vais associer à Noam Chomsky Howard Zinn, dont il parle à la fin du film, sur lequel et avec lequel on a également fait un film qui s'appelle Howard Zinn, une histoire américaine. On a fait une première partie, là on travaille sur la deuxième partie de ce film, qui est en lien d'ailleurs avec ce qu'il évoque là, c'est-à-dire cet âge d'or des années 50-60. Bon, c'était un peu leur jeunesse hein, quand même aussi. Mais d'accord pour dire ça, pour ce qui concerne les États-Unis, mais le tracé historique qu'il fait, il y a pas mal d'analogies avec le nôtre, hein, avec nos 30 Glorieuses, et puis le moment de l'ingouvernabilité. Il y a un moment où les pouvoirs politiques et économiques se disent on ne peut plus rien en faire. Donc ils sont ingouvernables. Il faut qu'on trouve les moyens de reprendre la main, et ce sera la révolution conservatrice, néolibérale, enfin, vous savez ça très bien. Voilà, et avec... qui est en mauvais état quand même, hein, ce néolibéralisme est en mauvais état actuellement. Ils en sont réduits à arracher les yeux des gens, à leur couper les mains. C'est quand même assez mauvais signe. Je crois qu'ils sont un peu sur la pente descendante. Voilà. Mais je vais bien répondre à vos questions, si vous voulez. Non, avant que vous arriviez, il y a eu un petit échange par rapport au titre. On a dit que c'était finalement un mauvais titre, puisqu'à la fin, il y a de l'espoir. Mais je crois qu'il est mal entendu, parce que c'est le rêve américain,
il y a Jeremy Rifkin qui a écrit le livre Le rêve européen, c'est-à-dire c'est le rêve américain est devenu un cauchemar et un autre rêve doit prendre place. C'est ça l'idée. Le rêve américain, c'est un rêve qu'on peut faire à condition de dormir profondément. Non, le rêve, c'est au début, c'est-à-dire c'est le self-made man. C'est l'idée que celui qui arrive aux États-Unis, il peut devenir, comment il s'appelle? Mais ça, c'est le mythe de la mobilité sociale, et c'est un mythe qui a été importé ici, pour nous faire croire que... En fait, c'est pas vrai, tout simplement. On l'a montré dans le premier film qu'on a fait sur Howard Zinn, les luttes sociales aux États-Unis, au tournant du XXe siècle, ont été très violentes, très âpres, et ont porté des fruits formidables, notamment la journée de 8 heures, par exemple. Il y a eu des luttes sociales ininterrompues aux États-Unis. Et dans les années de leur jeunesse, les années 50-60, aux États-Unis, il y a eu évidemment la lutte pour les droits civiques, la fameuse lutte pour les droits civiques, avec les figures de Martin Luther King et de Malcolm X, mais il y a eu aussi un tas de luttes sociales. Donc il ne faut pas se faire des États-Unis l'image qui a été importée par ceux qui avaient tout intérêt à importer cette image d'une mobilité sociale qui serait que le cordonnier, avec s'il travaille bien, s'il travaille dur, et si Dieu l'aide, très important, pourra devenir milliardaire, et celui qui est milliardaire, s'il ne se conduit pas bien, si Dieu le lâche, et puis s'il fait un certain nombre de choses, il peut descendre. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Toutes les études, les preuves, les histoires que vous pouvez trouver montrent que le cordonnier restera cordonnier, il aura peut-être une boutique un petit peu plus grande, et puis le milliardaire restera milliardaire, et puis il a toutes les chances de prospérer. Eh bien, c'est un modèle qu'on a importé. On a été terriblement influencé par ce pays, par les États-Unis d'Amérique. Ça a été quelque chose. La forme de propagande aussi, par le rêve, avec Hollywood, et ensuite avec le charme, avec les GIs affalés sur une Jeep qui offre des chewing-gums et des bas et des Lucky Strike aux filles. Cette propagande, par le charme, a fait que notre chanteur le plus populaire en France s'appelle Jean Vacances, c'est-à-dire Johnny Hallyday. On a même pris le soin de me dire « ah » pour que les Français prononcent Hallyday. Voilà. On a été très très américanisés. Mais on voit qu'on a quand même une certaine résistance franchouillarde qui est assez encourageante ces temps-ci. Oui, enfin, on est bon en storytelling, en tout cas, non seulement en France, mais ailleurs. Il était évidemment très bien. Je ne connaissais pas Chomsky, au moins sous ce jour, je savais juste qu'il était linguiste. Et ce qui m'a particulièrement... Alors, je ne suis pas très bonne en économie, il faudrait que je me recycle, parce que je crois qu'il y a des choses que je n'ai pas compris. Par contre, sur la précarité, sur la construction de la précarité, j'ai une certaine expérience, disons malheureuse, dans ce sens que c'est moi qui suis précaire. Et je voudrais dire qu'actuellement, en France, il y a des entreprises qui vivent sur la précarité. Par exemple, légalement, vous avez, je ne vais pas être longue, ne vous inquiétez pas, légalement vous avez 3 semaines de travail payé, vous avez un contrat de 3 semaines. Vous avez fini le travail avant, ça s'appelle un chantier. Légalement, on devrait vous donner 3 semaines de travail. Mais on ne le fait pas. C'est illégal. Mais le travailleur qui n'arrive pas à trouver de travail ne dit rien, se tait, pour être réembauché par cette même société. C'est comme ça qu'on construit la précarité. Et il y a plein d'entreprises qui prospèrent sur la précarité, qui embauchent les gens, mettons 6 mois, qui les mettent au chômage, qui les rembauchent quand c'est plus avantageux pour eux, etc. La précarité n'est pas précaire pour tout le monde. La précarité profite. Tu voulais pas intervenir, Caroline? Non. Story quoi? Ça c'est encore un mot anglais? Bah oui, c'est pas grave. Encore une preuve de la colonisation mentale? C'est
quoi, je sais même pas si ça veut dire. Bonsoir. Vous parlez des modèles, vous parlez du rêve américain. Moi, j'ai l'impression qu'on est actuellement dans une espèce de crise du rêve, justement, où pendant longtemps, il y a pu y avoir un rêve à une époque d'une société beaucoup plus égalitaire. Il y a eu le rêve américain qui s'est énormément importé en Europe et qui fait encore beaucoup de mal aujourd'hui. On voit encore notre ami Macron qui nous vend la réussite et son souhait que les jeunes rêvent d'être milliardaires. Mais moi, j'ai l'impression qu'on... Je le vois autour de moi, dans la jeunesse, etc. Il y a une espèce de crise du rêve où on est dans une période de régression des droits sociaux les uns après les autres, et où la jeunesse, elle se demande vers quoi elle pourrait aller, pourquoi elle pourrait lutter, parce qu'elle n'arrive pas à trouver un modèle. Et du coup, la vraie question que je me pose depuis longtemps, c'est les forces de gauche de manière globale, quelle capacité elles ont aujourd'hui à... de proposer un modèle qui vend du rêve à cette jeunesse pour qu'elle ait envie de se battre et pour qu'elle ait envie de lutter pour quelque chose, justement, parce que actuellement dans la société, il n'y a plus une seule parole de manière globale qui fait appel à des valeurs d'égalité, d'humanité, etc. L'autre jour, je me faisais la réflexion, des fois, en termes de valeurs d'humanité, la seule parole publique qu'on entend de manière extrêmement globale, aujourd'hui, c'est le pape. Et c'est problématique quand même que la seule voix qu'on entende comme ça aujourd'hui soit la voix d'un religieux quand même. Voilà. Et quelle capacité... Ça date pas d'hier, oui. C'est pas nouveau. Les religions portent des valeurs, hein. Ça nous plaise ou non, mais portent des valeurs. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, c'est de manière globale, au niveau mondial, c'est la seule personnalité publique qui porte des valeurs comme ça. Moi, j'attends qu'il y ait quelqu'un qui porte un modèle un peu pour une société demain, et pas que... Mais c'est exactement ce que vous dites là, c'est exactement ce que dit Chomsky, le dit dans ce film, il le dit souvent, c'est que la différence entre sa jeunesse et aujourd'hui, c'est que l'espérance a disparu. Je ne sais pas qui avait dit à la chute du mur de Berlin en 89, nous entrons dans un temps sans promesse. C'est-à-dire que les horizons, les perspectives étaient soi-disant abolis. Mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir des projets. Sinon, on a des sociétés mornes, moches. Vous ne pouvez pas seulement vous contenter de vous enrichir. C'est trop con. Les riches sont très cons, vous savez. On a à peu près la bourgeoisie la plus con, en plus, ici, actuellement. Une bourgeoisie avec une imagination courte ou inexistante. Donc, c'est vrai que, si je prends ma jeunesse à moi, même mon enfance, on avait des grands soleils rouges vers lesquels nous allions. Que ce soit d'ailleurs du côté de la gauche, plus précisément pour ma jeunesse, c'était le Parti communiste, je suis né dans la banlieue rouge, et c'était une grande espérance pour pas mal de gens. Il y avait l'Église aussi, hein. Il y avait des églises progressistes à l'époque qui ont disparu aujourd'hui, mais qui donnaient aussi des perspectives. Mais il faut bien comprendre ce qu'étaient ces perspectives pour les gens modestes. Ma mère m'a interdit de dire qu'on était pauvres, donc je dis modeste, des familles de 8 enfants, voilà. La devise, c'était s'en sortir. S'en sortir. Il se trouvait qu'à l'époque, le Parti communiste permettait de s'en sortir, disait qu'on allait s'en sortir. Et on s'en sortait. Il y avait un communisme municipal dans la banlieue rouge qui était très près des gens au quotidien. Staline, on ne connaissait pas, contrairement à ce qu'on a raconté ensuite. On était adossés à la puissance soviétique un jour. Ils viendront, nos copains. Mais il y avait cette perspective qui répondait à la question « il faut s'en sortir ». On aurait eu l'extrême droite, comme c'est arrivé en Allemagne, qui nous aurait proposé une voie pour s'en sortir, on s'en serait sorti de cette façon. De cette façon. Il faut faire gaffe à ça. Hein. Vous avez actuellement, la moitié du pays qui cherche à s'en sortir. Ils ont mis des gilets jaunes, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Vous avez un soulèvement aujourd'hui, tout à fait, qui peut surprendre ceux qui ne sont pas attentifs à ce qui se passe dans ce pays. Vous avez ceux qui regardent à gauche, ceux qui regardent à droite, ceux qui regardent en l'air, et c'est venu par le dessous, un soulèvement, littéralement, de tous ceux qui sont écrasés, passés sous le silence, passés sous le tapis,
laminés depuis très longtemps et invisibilisés. Non pas les plus pauvres de chez pauvres, hein. La bourgeoisie culturelle, notamment la bourgeoisie de gauche, adore les très très pauvres. Là, il y a eu des marches cette nuit dernière, je crois, à la recherche des sans domicile. Ça plaît beaucoup à France Inter. Hein. Ça plaît beaucoup d'aller au chevet des très pauvres, comme ça, vous vous valorisez, vous devenez quelqu'un de vertueux. Ils adorent ça. Cette bourgeoisie culturelle adore ça. Mais quand il s'agit de ceux qui sont un peu moins, ceux que j'appelle les petits moyens, ceux-là, ben non, c'est des beaufs, c'est des bidochons, ils sont pas intéressants, ils sont pas beaux, ils n'ont pas de goût, ils aiment Jean-Pierre Pernaut, c'est des beaufs, et l'emmerdement, c'est qu'ils sont nombreux. Ils en ont eu marre d'être méprisés, vous voyez, on va mettre au moins 50 ans de mépris depuis que Capu a créé le beauf. Et puis voilà, la fin du mois, ça commence le 15. Vous avez ça, la fin du mois qui commence le 15. Les inégalités de plus en plus violentes. Et ça, on a un truc en France, c'est quand même que l'inégalité, mais pas trop. Et puis le mépris. C'est les trois détonateurs de ce qui se passe actuellement, à mon avis. Et ça me rend optimiste. Ça me rend tout à fait optimiste. Vous avez le mur de la résignation qui est tombé. La chute du mur en 89, là vous avez le mur de la résignation qui est tombé. Et comme en 68, on avait parlé d'une brèche, 68, la brèche, vous vous souvenez de ce texte fameux, ben là, s'il y a une brèche qui s'ouvre. C'est-à-dire que le possible est revenu. Le possible est revenu. Je ne vous dis pas lequel. On ne connaît pas l'issue. On ne connaît pas l'issue. Comme dans toute révolution, comme dans tout soulèvement, personne ne sait ce qu'on est en train de vivre, ce que ça va devenir, mais on sait ce qu'on refuse. Les Gilets jaunes savent ce qu'ils refusent. Ils refusent ces choses très simples, très très simples. C'est pour ça que ça déroute les élites éduquées, ou les demi-habiles. C'est qu'ils ont l'habitude de raconter les choses d'une façon compliquée. Mais là, c'est très simple. Et ils sont déroutés parce que c'est simplement des gens qui disent on veut vivre moins mal. Et on veut, dans les reportages qu'on a fait récemment, des gens qui disent on n'a même plus les 50 € par mois pour aller au restaurant. Et je dis ah ouais, d'accord, 50 €, c'est presque par personne. Là, c'est pour toute la famille, c'est un McDo pour toute la famille. Alors ici, si on dit McDo, c'est l'horreur. Hein, c'est glyphosate, je sais pas, les saloperies, c'est les Américains, donc c'est mal, on y mange mal, c'est épouvantable, etc. Pour ces amis-là, pour ces gens-là, c'est une fête, et c'est cette fête-là qu'ils veulent avoir. Vous comprenez ? C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qu'on ne veut pas comprendre, que la gauche éclairée, diplômée, qui connaît plein de choses, ne veut pas savoir, et ignore, et rejette, et refoule depuis... c'est le retour d'un refoulé. Voilà mon analyse. Et rendez-vous demain. Mais je voudrais parler de Chomsky, revenir à Chomsky sur l'expression. Vous avez compris qu'il est, en gros, c'est un gros calibre intellectuel. Et Chomsky, comme Zinn, comme d'autres, a cherché à s'exprimer de la façon la plus simple, la plus claire possible, pour le plus grand nombre. Et là, il y arrive très bien. Hein. C'est extrêmement précis, et c'est extrêmement clair, et c'est une volonté. Et ça fait 50 ans, au moins, plus que ça même, qu'il fait ça régulièrement. C'est-à-dire s'adresser aux gens dans sa façon de s'exprimer, dans la longueur de ses interventions, dans les exemples choisis. Il y a une volonté pédagogique pour le plus grand nombre. Pour le plus grand nombre. Il est assez rare que des intellectuels de ce calibre aient cette courtoisie de se considérer comme des travailleurs intellectuels qui n'appartiennent pas à l'élite, qui ne se voient pas dans une élite, et qui choisissent
tout en continuant des recherches extrêmement, à mes yeux, ésotériques, qui est sa linguistique, à quoi je ne comprends rien du tout, de vouloir s'exprimer pour le plus grand nombre. Et quand il est venu à Paris, il y a quelques années, on a eu un entretien avec lui au Collège de France, avec Bouvresse, et il était question de philosophie. C'est parti sur des... J'étais stupéfait je ne savais pas que Chomsky connaissait à ce point l'histoire de la philosophie, les philosophes étant philosophe lui-même. On a couru derrière, on ne comprenait plus rien du tout. Et il a des niveaux, si vous voulez, comme ça, intellectuels divers. Mais ça, là, il sait ce qu'il fait. Il sait très bien que ça était destiné à un public attentif qui donne un peu de mal. Il a fait beaucoup d'interventions, par exemple, pour des syndicats, pour des jeunes étudiants, etc., sans condescendance. Et ça, c'est important. Et trois fois par semaine, je ne sais plus maintenant, il vit en Arizona maintenant, mais toutes ces années qu'il a passées au MIT à Boston, au moins 3 jours par semaine, il reçoit des gens qui prennent rendez-vous avec lui, c'était 6 mois, 8 mois à l'avance, et il les reçoit pendant 40 minutes. 40 minutes. Au bout de 40 minutes, top, il y a son assistant qui ouvre la porte, c'est fini. Voilà. Et pendant les 40 minutes en question, il a reçu un ambassadeur, il a reçu un étudiant japonais, il a reçu la représentante d'un mouvement féministe d'Argentine, il a reçu des gens divers et variés. Au quart de tour, il a un talent incroyable pour voir à qui il a affaire. À travers les premières questions qui lui sont posées, il situe le niveau de ses réponses. Je l'ai vu parler presque avec des gamins. À Clichy-sous-Bois, on l'avait amené d'ailleurs à Clichy-sous-Bois. Voilà, il a parlé avec des gamins à Clichy-sous-Bois quand il était venu là. On le voyait faire. Comment on lui traduisait les questions des enfants, qui avaient travaillé, qui avaient bossé. Hein. Les profs les avaient fait bosser sur les questions. Et la façon dont ils répondaient. Donc il y a une volonté pédagogique d'éducation populaire. Hein. Et d'autodéfense intellectuelle, puisque c'est ça son grand truc, c'est développer le sens de l'œuvre. Et il a un procédé qui est la comparaison. Alors ça, c'est un truc que tout le monde peut faire. Il compare quelque chose à quelque chose d'autre. Il y a ça, mais là, tout simplement, par exemple, en ce moment, le président de la République française défend le coup d'État au Venezuela. Ok ? Très bien. C'est un choix. Bon. Mais pendant ce temps-là, Netanyahou fait sa campagne en Israël, soutenue par Trump. Ok. Dans la loi, la colonisation des territoires est condamnée par le droit international. Par le droit international. Ça ne gêne pas du tout ce président. Ce même président va en Arabie Saoudite, qui n'est pas une démocratie, pour vendre nos armes. Il va en Égypte. Où il y a des choses à dire sur les droits de l'homme. Où il dit 2-3 petites choses sur les droits de l'homme, et puis le président égyptien le ramène à ses gilets jaunes, bon, qui s'écrasent tous les deux, puis voilà, c'est terminé. Mais on a vendu quelques rafales. C'est ces rapprochements-là qui peuvent permettre de comprendre pas mal de choses. L'un des exemples que cite Chomsky souvent, c'est aussi comment fonctionne la fabrique du consentement. Comment fabrique cette culture, pas seulement les médias, il ne fait pas seulement une critique des médias, hein, c'est la fabrique la critique, l'analyse de tout l'environnement culturel qui fait que nous pensons ce que nous pensons. Et la façon dont nous pensons. Et par exemple, il y a une enquête célèbre qui a été de demander aux Américains, d'après vous, combien de morts au Vietnam, la guerre du Vietnam, combien de morts? Alors les gens disent, 300 000, 200 000, 400 000, ok. Alors on fait une moyenne à 300 000. En fait, c'est 3 millions. Ok.
Bon, voilà, c'est comme ça que les Américains, en moyenne, perçoivent, voilà, c'est le score. Et Chomsky dit, ok, imaginez qu'en Europe, on demande combien de Juifs sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on dise que les gens, bon, je sais pas, moi, 300 000, 400 000, 500 000, ce serait autant, c'est un révisionniste, on pourrait dire ça. Hein. Chez nous, ici, c'est un crime contre la mémoire, etc. Mais au Vietnam, aux États-Unis, ça passe pour ce qui concerne le Vietnam, une chose qui ne passerait pas ici. On peut continuer comme ça, par comparaison. Je vous raconte une autre comparaison, récente. Vous avez imaginé un attentat dans une salle de concert à Paris. Les terroristes arrivent et tuent, ici par exemple, voilà. Et tuent un peu la moitié de la salle. Bon, la police arrive, abat les gars, bon, bah. Et imaginez que la police ne les abatte pas, les arrête, ok? Imaginez que on dit, bon, on va enquêter sur ces gars-là, on va essayer de savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qui leur est arrivé. On va leur dire, est-ce que... Ah, mais il va peut-être prendre des décisions sur la vente des armes, est-ce qu'il ne faudrait pas limiter la vente des armes? Et puis, est-ce qu'il y avait toute la sécurité dans cette salle? Ah oui, il faudrait qu'on ait des salles avec améliorer la sécurité. Est-ce qu'on ne peut pas faire de la formation des spectateurs aussi pour qu'ils apprennent à dire? Ah ben oui, enfin. Est-ce que tout ça n'est pas une affaire éthique, au fond? Est-ce que c'est pas une affaire de morale, une affaire d'éthique, au fond? Et puis on va faire des débats, puis on va faire des soirées, puis on va faire des bouquins, on va faire des films, des fictions, etc. Ce que je dis là est obscène, c'est insupportable. Les gars qui rentrent dans une salle et qui bousillent les gens, on les abat, puis voilà, quoi, sans procès. On trouve ça normal qu'ils soient abattus de cette façon. Ok. Récemment, il y a une grande ONG suisse qui s'appelle Public Eye, l'œil du public, une ONG et qui fait des enquêtes d'investigation très poussées, très bien faites. Et ils sont aperçus, le tabac, vous savez peut-être, c'est en Suisse que ça se passe. Les grandes firmes de tabac sont en Suisse. Que Philip Morris, la plus puissante, a un problème avec le marché occidental. Ça baisse. Voilà. Il faut choisir la santé ou le business. Lui, c'est plutôt le business. Bon. Donc, c'est en train de fléchir un peu ce marché. Qu'à cela ne tienne, Philip Morris investit le marché africain. Ah, voilà. Le Maghreb et puis l'Afrique. Là, il y a un marché formidable. Mais comment on fait pour conquérir ce marché? Eh bien, avec des cigarettes qui correspondent. C'est-à-dire que les cigarettes qui sont vendues en Europe, en Occident, sont les agents addictifs sont un peu plus légers. La nicotine, la dose de nicotine est un petit peu plus légère, mais en tout cas, pour les marchés africains, on met la dose addictive. Hein? Là, on les rend addicts. Et la nicotine, encore davantage. Et c'est un marché estimé à 75 millions de fumeurs, qui est visé là pour l'instant, le premier marché qu'on va avoir. Donc, on vend des cigarettes aux gens, on les rend, vous comprenez bien, addicts. 75 millions qu'on va rendre addicts, ok? Alors moi, je ne suis pas spécialiste du tabac, mais je me dis que sur 75 millions, ben, ça va faire X cancers, on est d'accord? Donc il y a un pourcentage, voilà. Et puis sur ces cancers, ben, il y a un pourcentage de morts, d'accord? Donc vous avez des gens qui, tranquillement, en Suisse actuellement, dans leur bureau, dans leur entreprise, conçoivent ces campagnes, conçoivent ces produits, et n'ont aucun problème. N'ont aucun problème. Ils sont dans la légalité. Et la conclusion de cette ONG Public Eye dit qu'il faudrait voir ça d'une façon un peu éthique. Vous voyez? Il faudrait que ce soit un peu éthique. Il faut des recommandations à la fin de leur investigation, qui est de recommander à Philip Morris un peu plus d'éthique. Voilà. Et ces gens-là, ces assassins qui sont à la tête de ces entreprises, rentrent le soir, s'occupent de leurs enfants, partent le matin. Ces gens-là
vont tuer, sont des criminels, de véritables criminels conscients. On peut prendre l'exemple des marchands d'armes. Ça, c'est des comparaisons tout à fait chomskyennes. Mais ça ne nous trouble pas, ça nous étonne pas, on trouve ça normal, il n'y a pas de révolte contre ça, il n'y a pas de loi contre ça. Philippe Maurice a été attaqué des quantités de fois, ils ont toujours payé leur procès. Les documents de recherche de Philippe Maurice indiquant qu'effectivement ils font des campagnes et pour créer des produits qui poussent à l'addiction. Tout ça est documenté, même sur Internet, vous pouvez aller voir. Ils ont été condamnés à ce que ce soit public. Ça n'a aucun incident sur leur entreprise. Ce sont des criminels tranquilles. Et je crois qu'on peut comparer ça avec ceux qu'on appelle les terroristes. Je pense que ces gens-là sont des terroristes. C'est une comparaison possible et chomskienne. Voilà. Je vous bien répondre aux questions maintenant. Je vais vous laisser parler. Allez-y, Voilà. attendez. On peut continuer. Allez-y. Oui, vous disiez tout à l'heure que les questions posées par les Gilets jaunes étaient relativement simples. Je ne suis pas forcément tout à fait d'accord, parce que, il y a manifestement des questions d'ordre économique, et donc qui débouchent aussi sur des questions de justice sociale. Mais il y a aussi beaucoup plus que ça, me semble-t-il. À travers, parce que c'est pas forcément toujours très bien exprimé, mais à travers le RIC, il y a quand même une conscience très forte d'une crise gigantesque de la représentation, de la représentativité, et donc de la démocratie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et je pense que l'élection de Macron en est un très bel exemple, une grave crise démocratique. C'est-à-dire qu'en France, on est maintenant dirigé, enfin si on peut appeler ça dirigé, par une espèce d'oligarchie, avec une collusion gigantesque entre les forces d'argent et les forces politiques. Donc, je crois qu'on aurait tort de limiter l'insurrection des Gilets jaunes à une simple question d'ordre économique. C'est le moteur. Et après vous avez, on leur a dit, mais vous voulez au juste. Ils ont dit, ils sont tombés sur Chouard, bon. Alors voilà, il faudrait qu'on ait. Vous avez raison, il y a une question de représentation. Que veulent ces gens? Ils veulent. Écoutez, on leur dit, il te manque 500 € par mois, 300 € par mois, 200 € par mois. La prochaine fois, ce sera 2022. Qui répond à cette urgence d'une amélioration du niveau de vie? Ils sont restés là-dessus. On leur dit, c'est 2022, et puis ce sera, il faudra voter pour tel parti, ou pour tel... Voilà. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Notre vie, c'est maintenant. L'avenir de l'homo, c'est maintenant que ça commence. Quelle réponse peut-on trouver? Est-ce qu'il y a une voie vers laquelle... Alors, ils ont envie de participer. C'est très... Vous avez raison. C'est très simple, c'est très primaire. C'est très fortement. Très fortement. C'est bon, on va s'en occuper. On va le faire. On va venir lui casser la gueule à l'Élysée, puisqu'il nous a dit de venir. On va venir. On a fait des reportages avec des gens qui étaient les tout premiers reportages, le 17 novembre, le deuxième semaine 24, des gens qui étaient place de la Concorde en disant, on dit, mais qu'est-ce que vous faites place de la Concorde? Monsieur, c'est là qu'il y avait la guillotine. Ah oui, d'accord, c'est vrai, c'est là qu'il y avait la guillotine. Ils ne rigolaient pas, c'est une mémoire française. Donc, il y a cette volonté, cette puissance. Tout ce que vous dites, ça fait longtemps qu'on connaît cette crise de la démocratie. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question? On ne la résout pas. Non, on ne la résout pas. Il n'y a pas cette puissance. Si vous voulez, vous avez cette force du soulèvement qui va peut-être permettre de déboucher sur des nouvelles formes de démocratie. Mais il fallait d'abord cette puissance du soulèvement. D'une part. Et d'autre part, il y a un autre phénomène qui se produit actuellement, qui est le phénomène de la violence. Les Français, dans leur majorité, acceptent les formes violentes que ce soulèvement a pu avoir et continue d'avoir.
C'est nouveau. Jusque-là, n'importe quel mouvement social, il était très facile de le discréditer. Il suffisait de laisser que les casseurs cassent. Si le casseur était absent, la police s'en chargeait. Et on filme ça, on montre, et vous n'allez pas envoyer vos enfants, laisser vos enfants aller dans une manif où on va péter des trucs, casser des trucs. C'était un disque qu'on a vu encore le 1er mai. On a fait des reportages et des sujets là-dessus, sur le McDo d'Austerlitz. On a des amis, je dis bien amis CRS, qui nous ont expliqué comment on leur a donné l'ordre de ne pas bouger, de laisser le McDo flamber et d'intervenir après que les journalistes aient fait leur boulot. Les mecs ont mis le feu, les journalistes ont fait leur boulot, les CRS sont venus plus tard, la cause était entendue, c'est-à-dire que c'était discrédité. Là, non. Depuis le début, les Français, et la chanson, écoutez bien, la chanson qu'on entend partout, c'est Mireille Mathieu qui interprète la chanson de Paris brûle-t-il, le film, hein, qui dit Paris se met en colère, Paris lance ses pavés, etc. C'est-à-dire que vous avez une référence tout à fait inattendue avec l'époque de la Résistance. Ce film date de 1966, à une époque où la Résistance était encore un mythe puissant, où les résistants, les ex-résistants étaient au pouvoir, qu'ils soient gaullistes ou communistes, ils se partageaient le pouvoir, et donc ce mythe de la résistance et de la violence, notamment dans ce film lié à la libération de Paris, était tout à fait, pas seulement accepté, mais célébré comme quelque chose d'héroïque. Eh bien vous avez, ça c'est un phénomène auquel nous assistons là, hein, depuis quelques semaines, avec ce retour, cette acceptation par l'opinion de façon générale, vers cette... Et puis, bon, voilà, ça a permis d'obtenir des concessions. On jette le chiffre de 10 000 euros, milliards, 10 milliards. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, ni à quoi ce sera attribué, mais on est dans cette configuration. Mais vous avez raison, il y a une volonté de faire de la démocratie autrement, et ça tâtonne, ça se cherche, les gens sont allés, ils étudient le RIC, je sais pas quoi, bon, très bien. Et on va... les intellectuels, parce que Pardon ? Que proposent les intellectuels dans ce domaine-là? Parce que c'est un problème gigantesque. Ils sont en train de se mettre en cause, ils doivent se mettre en cause, ils ne peuvent pas faire autrement, ils ne peuvent pas éternellement surplomber, rester dans leur mirador. Il faut un peu descendre de temps en temps du mirador. Ouais, justement, ça tombe bien pour la transition. Il faudrait descendre du mirador. Moi, franchement, je suis choquée par la façon dont vous parlez des Gilets jaunes. Je trouve ça méprisant, complètement décalé avec la réalité. Dans les Gilets jaunes, les jeunes ne sont pas que des bofs qui vont au McDo. C'est complètement... C'est comme ça que je les vois, c'est comme ça qu'on les voit, mais pas moi, évidemment. Ouais. C'est mal compris. Ah. C'est comme ça qu'ils sont vus, eh bien j'ai bien précisé, c'est comme ça qu'ils sont vus par la bourgeoisie culturelle, ce qui n'est pas mon cas, et notamment par la bourgeoisie de gauche depuis longtemps. Mais justement, ils sont méprisés, je ne dis pas que je les méprise, c'est mal. Tout le monde a compris. Oui. C'était pas du tout clair dans votre façon de parler. Si, c'est très clair, madame, je regrette beaucoup. On s'est mal compris. Mais je peux vous le répéter à nouveau si vous voulez. En tout cas, voilà, moi ce que je vois, je ne suis pas parisienne. Et je remarque que la société parisienne a beaucoup de mal à... Elle juge beaucoup, elle fait des grands débats, mais on ne les voit pas sur le terrain. Donc, malheureusement, voilà quoi. Je trouve qu'il y a un peu un côté comme ça qui se croit supérieur. Et c'est triste. Exactement ce que je viens de dire. Parce que malheureusement, en fait, les dégâts de ce libéralisme dont parle Chomsky, on est en train de les vivre et tout le monde va en pâtir. Les classes moyennes aussi vont en pâtir, malheureusement. Et ceux qui n'en sont pas conscients sont juste inconscients parce qu'ils sont les prochains sur la liste. Et il ferait mieux de se réveiller tant qu'il est encore possible de lutter.
Bravo. Oui, moi, je voulais ricocher sur cette histoire de violence en le mettant en rapport avec des choses sur lesquelles insiste Chomsky, qui est la fabrique du consentement. Est-ce qu'il n'y a pas une faille dans ce consentement fabriqué? C'est-à-dire que, même aux États-Unis, c'est pas seulement à coup de publicité qu'on a imposé l'ordre nouveau. Hein. Il y a quelques assassinats, John Robert Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, et quelques autres, mais ça cogne quand même. Hein. Mais lorsque ça cogne, c'est souvent quand ça ne peut pas convaincre. C'est-à-dire qu'en effet, ce qu'il a montré, ce système consistant à dire, en gros, on va abrutir ces masses-là et leur éviter de se révolter ou de s'organiser, je simplifie, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est aussi le jeu de la marchandise, etc., ça a des limites. Or, ce capitalisme libéral, j'étais très surpris de l'entendre présenter Walter Lippmann comme un progressiste. C'est pas l'image que je m'en faisais, je dis pas qu'il a tort, hein, mais c'est intéressant. Ce capitalisme libéral. Il a dit progressiste ou libéral? Non, il a dit progressiste à propos de Lippmann, et il a dit liberal à propos de Nixon. Bon. Vous connaissez le sens de ce mot aux États-Unis? Oui, non, je connais, mais Nixon était plutôt républicain et plutôt pas libéral. Il y avait des lois qui restaient, mais qui dataient encore du mieux. Non, mais je ne dis pas qu'il a tort, je dis que j'apprends des choses en écoutant. Mais voilà, quand ça ne marche plus, quand on ne peut pas tenir les gens au consentement, on veut les tenir quand même. C'est-à-dire que le but de la démocratie capitaliste, c'est pas la démocratie, c'est le capitalisme. Oui. Et donc à propos de violence, je suis tout aussi marqué par le fait que, en effet, la population dans son ensemble ne rejette pas violemment un mouvement parce qu'il est marqué par des violences ou qu'on attribue à ses protagonistes, mais que par contre, ils n'aiment pas trop cette autre violence, elle, massive, qui se manifeste aujourd'hui, qui est la violence des flics. Qui est vraiment le truc, vous en avez parlé des yeux et de mains, etc. Est-ce qu'on n'est pas précisément au moment où la fabrique du consentement échoue et où on doit maintenir en bride autrement? Et tout ce glissement autoritaire qu'on voit pas seulement en France mais partout, est-ce que ça ne prend pas un sens particulier? Est-ce que ça n'a pas un relief particulier à la lumière de ce que Chomsky vient de dire? C'est une très bonne... Je suis d'accord avec votre question, je n'ai pas de réponse. Ce qui a été compris, je crois, ces semaines dernières, c'est les différents étages de la violence. Vous connaissez la phrase célèbre de Bertolt Brecht, il dit on connaît la violence du fleuve, mais on ignore la violence des rives qui enserrent le fleuve. Ce qui a été compris récemment, c'est la première violence et celle... la violence institutionnelle, celle de l'exploitation, celle du pouvoir, on a aussi, dans un article, j'ai cité un passage de Jaurès évoquant cette violence du patronat qui peut, d'un claquement de doigts, d'un mot, supprimer des emplois, enfin toute cette violence-là, c'est la première violence. Et la deuxième violence, c'est celle du peuple qui se révolte contre cette violence-là. Et la troisième violence, c'est évidemment la violence policière qui vient commandée par la violence institutionnelle qui renvoie... Voilà, on connaît ces trois états de la violence. Il faut faire comprendre ça, je crois, et je crois que, intuitivement ou pas, je crois que ça a été compris. Actuellement, c'est compris. Les Black Blocs qui étaient l'horreur absolue, les crétins absolus, qui faisaient tout dérailler ces temps derniers, enfin ces années dernières, là, on considère que oui, mais enfin, il n'aurait pas, c'est pas bien, mais il n'aurait pas été là, voilà, ça aurait été ce qui s'est passé l'année dernière avec les cheminots, c'est-à-dire, ça n'a pas marché. L'année précédente, avec la loi travail, on a perdu, on peut continuer comme ça indéfiniment. À chaque fois, on a marché derrière des ballons
en disant on lâche rien, et puis ici on a été dépossédé de tout. Il y a aussi ça, il y a cette mémoire immédiate là qui fait. Mais quant à redouter que la réplique, comme vous le faites, qu'ils en soient réduits à la violence, c'est pas exclu du tout, c'est ce que je disais en commençant, on le voit avec le renforcement des lois anti-casseurs, etc. C'est le symptôme, effectivement, d'un pouvoir qui est dos au mur, qui n'a pas d'autre argument, ou alors il faut leur lâcher du lest, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont lâché du lest en disant on va leur balancer quelques pelletés de fric. Et j'ai vu ça au moment de la chute de Suharto à Jakarta, comment, littéralement, il y avait une banque qui jetait l'argent par les fenêtres, mais littéralement. Et les gens ils couraient partout pour attraper l'argent. On voyait vraiment les billets de banque qui volaient par les fenêtres. J'ai vu ces images, on avait fait un plan d'un reportage comme ça. Ça ressemble un peu à ça. Voilà, ben, à nous de jouer. Voilà. On a de la ressource, il ne faut pas s'imaginer qu'on n'en a pas. Je crois qu'il y a un retour de confiance aussi en nous-mêmes. En tant que Français, les gens se reprennent du poil de la bête. La jeunesse reprend du poil de la bête. Vous avez des tas de choses dont on ne parle pas en ce moment, c'est quand même agréable. Hein, on ne parle pas du voile, par exemple, c'est pas mal. Non, on est dispensé de voile, c'est pas mal, non? Il y a plein de choses dont on est dispensé, c'est quand même sympa, non? Ça va revenir. Ah oui, bon alors c'est moi qui ai le micro. Je suis très contente parce que j'apprends plein de choses dans le débat, en écoutant Daniel Mermet. Je voulais revenir sur les gilets jaunes. D'abord, je voulais préciser que je suis parisienne et que je suis pauvre. Je le dis, parce qu'il y a l'orgueil du pauvre qui dit on fait semblant de ne pas être pauvre, on est invité à manger, on a 20 € pour finir le mois, on a mis une bouteille de 15 €, on la pose sur la table pour montrer qu'on n'est pas pauvre. Mais c'est une pauvreté cachée. La pauvreté parisienne, elle est cachée, mais elle existe. Alors, il ne faut pas dire que les Parisiens, c'est des privilégiés, c'est tous des privilégiés. Personne n'a dit ça, hein. Ah bah oui, non mais... Parce que moi, je l'ai entendu dans un reportage à la télé. Et ensuite, sur les gilets jaunes, moi, j'étais plutôt contre les gilets jaunes. Parce que justement, ça avait marché avec moi, la discréditation je suis très naïve, la discréditation par la violence. Je me suis dit, moi, si je participe à un mouvement où les gens vont saccager l'Arc de Triomphe, je ne participe plus. Et quand vous avez... C'est une bonne nouvelle pourtant. Quand vous avez dit... Ah oui, non, mais c'est tout, quoi. Et quand vous avez dit que les CRS, on leur avait dit de laisser faire, j'hallucine, moi je suis très naïve. Et pas dans cette situation-là. Hein. J'ai parlé d'un conflit précédent, du 1er mai. Du 1er mai. Oui, non, ce que j'ai dit, c'est qu'on a fait un sujet là-dessus, comment le 1er mai, les forces de l'ordre, comme on dit, avaient pour consigne, ce qui arrive très souvent, de laisser casser pour discréditer la cause. Là l'Arc de Triomphe, c'était un moment historiquement extraordinaire, où tout d'un coup le peuple, appelons ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle eux-mêmes, ne se contentait pas de marcher dans les quartiers populaires, Bastille, Nation, Bastille, République, mais allait là, dans les lieux du pouvoir, dans les lieux symboliques, les grands hôtels du coin, l'avenue Foch. Jamais on n'aurait pu imaginer une aussi bonne nouvelle que les gueux, c'est comme ça qu'ils se sont appelés eux-mêmes, aillent là où ça se passe, là sur les lieux du pouvoir. Et on a fait une émission récemment avec Monique Pinson-Charlot, elle était en larmes que leur travail de sociologue spécialisé des riches trouve enfin la confrontation entre les uns, voilà, ben il est là, le bouquin est là, voilà, entre les uns et les autres. Jusque-là, c'était toujours, on dit, mais pourquoi vous n'allez pas manifester là-bas? Et là, ils y sont allés. C'est des innovations, c'est des choses nouvelles, très simples, très fortes, et d'une symbolique très très forte, y compris l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce que c'est que cet Arc de Triomphe? Vous voulez me dire ce que c'est que cet Arc de Triomphe? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut faire confiance à un pays qui ne sait toujours pas le nom du soldat inconnu? C'est pas... On peut faire confiance à la technologie, la haute technologie. Mais qui c'est ce gars? Qui c'est? Ça se trouve c'est un Allemand, vous vous rendez compte?
un soldat. Non, mais Hein, c'est un ce que je soldat. voulais dire, C'est un c'est soldat, que... oui. Excusez-moi, ce que je voulais dire, c'était que j'étais plutôt contre les gilets jaunes, à cause de la violence, et vous m'avez fait presque pratiquement changer d'avis, quoi. Je suis plutôt pour les gilets jaunes maintenant. Bah, c'est bien, ça tombe bien. Bah, allez, ils disent, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. C'est ça qu'il faut faire en ce moment. C'est ça Il que faut je veux dire à la rejoindre, dame, il faut y c'est aller. qu'elle a vraiment, c'est une mise de Il discours. s'est passé des trucs sur les ronds-points, on a fait pas mal de reportages sur les ronds-points. C'est extraordinaire ce qui se passe là. Les premiers protagonistes des Gilets jaunes sont des femmes. Il y a des quantités de femmes qui sont venues sur ces ronds-points qui ne relèvent pas du tout d'un certain féminisme un peu mondain et élitaire, qui sont allées parce qu'elles ont des retraites insuffisantes, parce qu'elles sont aides-soignantes et qu'elles ne gagnent pas leur vie, parce qu'elles sont mères célibataires, parce que, etc. Mais vous avez bien raison de dire que quand on est pauvre, on garde sa dignité. Elles sont même très rigolotes, elles sont très gaies, et on a fait un sujet là-dessus. C'est une très bonne nouvelle, ça. On a fait un truc dans la Sarthe, un samedi, sur un rond-point, en demandant aux gens, mais si vous n'étiez pas là, où vous seriez aujourd'hui, samedi? Ils étaient en train de se marrer, de faire la cuisine, de trucs. Il y a des gars qui leur apportent du bois, on fait du feu, machin, comment tu fais les crêpes? Ah ben non, pas comme ça. Une solidarité. On n'est pas avec les grands intellos, là. Mais on refait du lien, on refait de la solidarité, on laisse tomber le portable, la télé quelques heures, par semaine, et puis on cause, et puis on se marre, et on s'aperçoit qu'on se croisait comme ça vaguement, mais maintenant les gens se connaissent. Il y a une solidarité et qui c'est pas un truc misérable. Ils sont marrants. Alors tout d'un coup ils disent mais vous avez voté pour quoi? Elle dit non, Paulette, j'ai voté. Attends, le mec un peu gros avec des lunettes là. C'est Mélenchon. Voilà, j'ai voté Mélenchon. Ah, ok. Et toi, t'as voté. Ah, moi, j'ai voté Marine. Ah, ouais, ok. Tiens, tu continues avec les crêpes là, parce que tu mets trop de miel sur les crêpes. Mais on s'en fout. On s'en fout. Vous comprenez ça? On s'en fout. On a mis ces étiquettes-là de côté. Dans ma jeunesse, je suis communiste, je suis socialiste, je sais être. Il y avait un être politique, comme ça, vous voyez? Aujourd'hui, on vote. C'est pas pareil. C'est un machin qu'on met dans une urne. Voter Marine, c'est pas un crime. Ça peut paraître singulier. Il y a des gens qui sont choqués parce qu'ils sont anti-fascistes, comme ça, c'est formidable. Mais quand vous parlez dans des assemblées, dans des plans sociaux réunis par la CGT, Goodyear, etc., on a fait des sujets. On s'est retrouvé avec une assemblée comme ça de CGTistes, voilà. Et puis on m'a aidé pour que j'ai le courage de demander quels sont ceux qui ont voté pour le Front National, enfin pour Marine, tu vois, la dernière fois. Il y avait un quart de l'assemblée qui était là, qui dit moi j'ai voté pour Marine. Voilà. J'avais pas devant moi des fachos, des nazis, j'avais des fâchés, pas des fachos. J'ai des gens qui se gourdent de colère, etc. Vous connaissez ces trucs-là. C'est vachement important, ça. Hein. Il y a les premiers à montrer ça, c'était Guédiguian avec un film qui s'appelait Marius et Jeannette. Ou, encore mieux auparavant, c'est Anne Tristan, ça vous dira peut-être quelque chose, une journaliste qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Au front, sur la vérité du Front National. Et ça, c'est important. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est comment on a laissé les armes au vestiaire, ces étiquettes-là, qui ne nous définissent pas, qui ne nous définissent plus, et vous avez raison. Le mode d'élection ne correspond plus ou pas à nos vies, à la vie concrète. C'est ce qui s'est passé en 2005. Pourquoi les Français ont-ils dit non en 2005? D'abord, cette victoire de 55% à peu près, elle était due, il ne faut quand même pas déconner, elle était due à une partie de l'électorat qui votait Front National, et deux, surtout, malgré notre génie engagé, de grands éducateurs du peuple, la Basse j'y suis, le monde diplomatique, etc., on n'a pas eu beaucoup d'influence. La raison pour laquelle les Français ont voté non, c'est leur vie quotidienne, c'est comme aujourd'hui, c'est comme actuellement, c'est comme on dit, le pouvoir d'achat, et ils ont fait un lien entre ces vies insuffisantes, cette invisibilité, là aussi à l'époque, et puis ils ont fait un lien avec l'Europe. Ils ont dit c'est à cause de l'Europe. Avec ce traité, on va s'enfoncer encore davantage.
C'est pour ça qu'ils ont voté non à l'époque. Contre la majorité des élites intellectuelles et surtout médiatiques à l'époque. Il y avait une seule émission qui a dit non, c'était La Basse J'y suis à l'époque. Mais tous les médias, et notamment France Inter, étaient pour le oui. Mais la raison pour laquelle les Français à l'époque, ça ressemble tout à fait à ce qui se passe aujourd'hui à partir de l'existence. Marx, l'existence et la conscience. C'est l'existence qui fait la conscience, c'est pas le contraire. C'est pas la conscience qui fait l'existence. Et là, on a une manifestation de l'existence des gens qui veulent une autre existence parce que celle-là est vraiment trop injuste, c'est trop dégueulasse, et puis c'est tout. C'est ça la force principale, mais c'est tout. On a le moteur, on a le détonateur. Maintenant, ce que ça va devenir, quelle forme ça va pouvoir prendre, eh bien, c'est un débat qui est en marche, qui s'enrichit chaque jour. On apprend très vite quand on lutte, vous le savez. Je suis sûr que parmi vous, il y a des lutteurs sociaux, il y a des gens qui se sont engagés, qui s'engagent aujourd'hui. Vous savez à quelle vitesse on apprend quand on lutte. Le seul fait de se mettre en lutte est une victoire. À partir du moment où vous vous mettez en lutte, vous avez déjà gagné. L'année où en France on a vendu le plus de livres, c'est en 1968. C'est l'année où les gens ont le plus été boulimiques de lecture, d'apprendre. Et actuellement, c'est ce qui se passe. Ils sont tous sur des sites en train d'essayer d'apprendre des trucs à tout blin. En 2005, le livre le plus vendu a été le texte du traité de constitution européenne, qui était imbitable. C'était imbitable. Ils avaient tous ce bouquin, tout le monde essayait de comprendre le truc. Et on vit cette période-là. En ce moment, il y a une voilà, les gens se mettent et disent, comment qu'est-ce qu'il a dit, Bakounine? Ah d'accord, mais c'est qui Bakounine? Ah bon, d'accord. Il joue dans quel... Non, d'accord, Bakounine, c'est... D'accord. Ah ouais. Voilà, ça va dans tous les sens, c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est le retour aussi de la parole. C'est le retour aussi de la parole, C'est le retour du verbe. Oui. Là-bas. Celui qui a le métro, le micro. C'est un moment que j'attends. Le micro est là-haut. Je vous le passerai après. Voilà. Allez-y, dépêchez, allez. Non, Voilà. Donc c'était en 89, c'était aussi Le Pain, ça ira quoi. Voilà. Et demain donc vous pouvez, il y a paris.demosphère.net, voir tous les rendez-vous locaux qui rejoignent quelques manifs. Il y a plusieurs manifs, donc une qui est déclarée, et celle qui est déclarée, le rendez-vous est vers 11h, départ midi de l'Étoile par les Champs-Élysées. Voilà, donc vous pouvez... Un joli quartier. Oui, voilà, 10 km de marche à peu près. Et à se méfier de la fin, comme toujours, parce que la fin, c'est le piège, toujours. Voilà. Ce que je voulais vous demander, il y a eu un début d'examen de conscience d'un milieu que vous connaissez mieux que moi, les journalistes. Ça a commencé à... En fait, je voudrais des nouvelles du microcosme, voilà. Parce que j'ai entendu pendant une semaine, et je voudrais savoir un peu jusqu'à où ça peut aller, où ça en est, où en sont les réflexions. Ouais. Ben, on ne fait pas tellement partie du microcosme. Je peux vous dire que dans ces manifs, nous, on est dans la situation inverse, où les gens nous demandent de parler dans nos micros quand ils savent que c'est la Basse J'y suis, et ils commencent à reconnaître les gens de l'équipe. Et nous, on a plutôt le problème, c'est qu'ils veulent nous garder chez eux le soir, et on doit raconter des histoires aux mômes jusqu'à pas d'heure. La Basse J'y suis, c'est pas le microcosme. Mais écoutez, il n'y a rien d'étonnant. Ce qui est un peu salaud, c'est les petits journalistes qui sont sur le terrain, comme on dit, pour employer des mots de sociologue, le terrain. C'est pas très juste, parce que c'est les petits, c'est des petits reporters, des pigistes comme ça, qui se font emmerder, mais bon, ils n'ont qu'à pas y aller, ils n'ont qu'à venir bosser avec nous. Et on paye très bien. Voilà, mais ça c'est une corporation très fermée, vous le savez bien, et qui a l'habitude de se protéger elle-même, et où la contestation est rare. Voilà, et on connaît les mécanismes de tout ça. Je crois qu'il n'y a pas... Alors, ce qui est dommage, si vous voulez, c'est que là-dessus, pour parler des médias, il y a eu des changements quand même, dans la critique des médias. Les gens qui veulent prendre la parole.
Voilà, bon, je me m'arrête. Non, mais je m'arrête. Bon, je voulais Allez-y, juste... allez-y. Soyez bref. Allez-y. C'était intéressant ce que... Non, mais ça fait rien. Allez-y, je me tais, madame. Alors, je saisis donc la parole qui vole pour demander... Enfin, je me disais que parfois le débat est difficile entre gilets jaunes et non gilets jaunes. Peut-être parce qu'il y a un problème de reconnaissance mutuelle entre urbain, non urbain, enfin plein de raisons, et que ce film serait sans doute très propice au dialogue. Est-ce qu'il va tourner? De quoi vous parlez? Le film. Alors, le film. Oui. Il est déjà passé dans une chaîne de télévision. Mais vous pouvez vous procurer vous-même sur Internet. Hein. Voilà, c'était la question. Oui, Ouais. c'est les Mutins de Pangée qui l'éditent en France. Voilà. Il a été pendant un mois sur notre site. Allez, passez à la dame là, parce qu'elle va faire une crise. On parle de démocratie. Oui, mais Non, la démocratie... Je veux rebondir sur ce que vous disiez, la belle espérance, la belle énergie dont vous parlez. Je suis complètement d'accord avec vous. Je me permets juste d'ajouter pour qu'elle puisse continuer. Là, je voudrais reprendre ce que disait monsieur tout à l'heure par rapport à cette violence policière qui a été mise en place. Ça veut dire qu'il y a tout de même une autre intention derrière, qui est de mettre en place un système de peur. Bon, et effectivement, non mais je le connais, moi aussi j'ai combattu dans des tas de lieux, et tout de même la pire ennemie, en fait, dans tous les mouvements, revendications, vers une évolution humaine, c'est la pire des choses, c'est tout de même la peur. Donc il faut aussi se préparer à dépasser cette peur. Or, tout de même, on est dans un pays où ce que j'ai appris, c'est que même la police utilise des armes qui sont utilisées nulle part ailleurs en Europe. Donc là, c'est quand même un problème. On est un pays en révolte. Alors, il y a des pays qui ont peur. Bon, moi, j'étais en Suisse il n'y a pas longtemps, enfin, j'entends des discours, même si c'est des gens bien pensants de gauche, où on est catalogué comme populiste, risque, tyran, etc. Bon, n'empêche que si on utilise ces armes, comment se fait-il qu'en France, on ait la possibilité que les personnes, finalement, ne disent rien, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Si, ça bouge. Non, mais on bouge. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se préparer. Il y a un deuxième stade, pour continuer ce que disait monsieur, et pour pouvoir maintenir ce que vous dites, qui est de se préparer au lavage de cerveau qu'opère la peur. Et c'est quand même un travail, voilà, une posture importante à travailler. Voilà, parce que mais comment on travaille? On travaille dans l'action. On va pas travailler, on va prendre des papiers, puis on va travailler sur quoi? Sur la peur. Non, mais se préparer psychologiquement à la peur. Oui, se préparer, c'est lutter, c'est imaginer des modes d'action qui soient efficaces, c'est tout le boulot, les ruses, comment on fait, par où on contourne pour arriver à des améliorations. Voilà. Ce que rappelle Chomsky, c'est l'addition de quantité de petites luttes un peu partout qui peuvent nous donner de l'espoir, beaucoup plus que des mouvements de masse dictés par le haut. Ça, je crois ça aussi. Vous savez, je vais m'arrêter parce que je dois partir, mais il y a une chose très importante que disait Chomsky dans le film que nous avions présenté à l'époque, que vous pouvez toujours vous procurer d'ailleurs chez les Mutins de Pangée. Chomsky, au début du film, au premier quart du film, dit « Ah oui, mais les gens éduqués sont beaucoup plus facilement manipulables que les gens de peu. » Alors là, à chaque fois, après la projection, il y avait quelqu'un qui disait « Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Chomsky ?» Et alors, comme c'est toujours vous savez, c'est des lecteurs de France Inter, des lecteurs de Télérama, des professeurs, etc., qui se voient comme des gens éduqués. Qui se voient comme des gens éduqués, donc alertés, prévenus, qui savent plein de choses, qui ne manquent généralement pas de morgue, et leur dire que c'est eux qui sont facilement manipulables alors que les gens de peu le sont moins, c'est très choquant. Et bien là, c'est ce qui se passe actuellement, si vous voulez, c'est vraiment, on part de l'essentiel, on part de l'existant, et non plus de ces manipulations, de gens qui sont de plus en plus hors sol. On a une bourgeoisie qui est de plus en plus absurde,
qui est totalement coupé de... En plus, le numérique, la révolution digitale qui accélère encore cet éloignement des réalités, mais des réalités sensibles, sensorielles. Vous ne travaillez pas avec votre nez dans votre ordinateur, vous ne sentez pas. Hein, un peu avec vos oreilles, avec vos yeux, avec le bout de vos doigts, c'est très peu. On a des corps qui servent à beaucoup plus de choses que ça, si vous avez un peu, si vous voyez ce que je veux dire. On est en train de se et ça concerne beaucoup plus, si vous voulez, les élites, élites ou demi-élites, que ces gens qui sont encore une fois confrontés à des réalités quotidiennes qui ne sont pas, encore une fois, il y a pire que leur vie. Ils le disent eux-mêmes. On n'est pas les plus malheureux, et puis il y a des pays où on est beaucoup plus malheureux qu'en France, etc. Ils situent, les gens situent ça, hein, si on parle un peu avec eux. Mais c'est pas une raison pour ne pas lutter. C'est pas parce qu'il y a pire qu'on ne doit pas lutter. Et ils sont en train de lutter, mais c'est vrai que comme tout mouvement de révolte, on ne sait pas où on va. On ne savait pas où on allait. En 80, quelqu'un évoquait la Révolution française. On ne sait pas où on allait. À chaque fois, on lance quelque chose. Ce que disait le sous-commandant Marcos, quand on s'est mis en route et puis on a agi en marchant, quoi. C'est ce qui se passe actuellement. Et c'est ça que je trouve passionnant. Oui, moi je voudrais revenir rapidement sur ce que vous avez dit tout à l'heure, les personnes qui se retrouvaient sur les ronds-points. Et je dis bien les personnes parce que moi ce que j'ai entendu, qui m'a semblé intéressant, mais qui demande quand même réflexion et explication, c'était que, en fin de compte, il me semble que les appartenances disparaissaient. C'est-à-dire, vous avez parlé de l'extrême droite, les différents partis. Mais il n'empêche que les personnes qui ont à un moment donné voté ou pour les Insoumis, ou pour le Parti Socialiste, ou pour, je sais pas, ou pour l'extrême droite, alors ça n'a pas tout à fait le même sens, hein, mais moi j'ai pas la vérité. Et puis est-ce que ça rejoint pas ce que Chomsky pose, c'est-à-dire la fabrique du consentement? Parce que les gens qui en arrivent à un moment donné à donner leur voix à quelqu'un comme Marine Le Pen, par rapport à la mémoire, je veux dire, il y a quand même quelque chose là qui est quand même extrêmement complexe. Oui. Et la question, elle est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez une partie de la population qui va voter pour Marine Le Pen? Quel est le mécanisme? Est-ce que ce sont des imbéciles qui n'ont pas de mémoire? Est-ce que ce sont des fascistes qui vont mettre les juifs dans des chambres à gaz? Est-ce que c'est bien ça, les électeurs du Front National? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons à cette... Oui, des manipulations médiatiques, si on veut. Par exemple, des partis. Mais il y a aussi un désarroi social extrêmement profond qui est provoqué, faut-il le dire, par cette révolution néolibérale qui s'est installée, qui a jeté des quantités de gens au chômage, qui a fabriqué une précarité insupportable, qui fait que vos enfants ou vos petits-enfants sont coincés, on ne sait pas ce qu'on va en faire, etc. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Et ça, pour des gens comme moi, j'attribue ça à cette révolution conservatrice, néolibérale, dont Chomsky parle pour les États-Unis, qui est à peu près la même histoire en France. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui a produit cet électorat? Mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que on vote sur du discours, et les gens qui votent, par exemple, moi je suis d'accord sur le fond avec ce que vous dites, mais les gens ils votent à partir d'une propagande et à partir d'une parole qui est distribuée par des hommes politiques qui sont à la limite, qui n'y croient pas plus que ça. Mais n'empêche qu'il y a un certain nombre de gens, mais dont je peux faire partie, hein, on se laisse aussi avoir avec nos propres convictions, mais aussi parce que c'est à qui on rajoutera le plus du côté de la démagogie. Il y a une défiance qui se traduit par du vote blanc, par l'abstention massive. Le premier parti de France, c'est l'abstention. Alors c'est quoi? C'est le parti de la pêche, des gens qui vont à la pêche? Non, c'est des gens qui, ce que disait ce monsieur, qui ne se retrouvent plus dans ce dispositif qui fait que le jour où vous votez jusqu'à 20h, vous avez le choix. Mais à partir de 20... Si le lundi matin, vous contestez, vous protestez, vous êtes une délinquante. C'était hier qu'il fallait le faire. C'est fini.
Mais non, on ne peut plus supporter ça. Je crois qu'il y a une volonté, et on ne sait pas très bien comment, de participer plus activement, on ne sait pas sous quelle forme, ici, aujourd'hui, en France, à notre propre destin. C'est pour ça qu'on s'est rabattu sur les municipalités. Sauf qu'aujourd'hui, les mairies, les petits maires n'ont pas beaucoup de pouvoir, ils peuvent intervenir sur des petits trucs. J'évoquais le communisme municipal de mon enfant, je ne veux pas embellir ça, mais enfin quand même, si vous voulez, vous aviez des municipalités où la piscine était gratuite, le patronage était gratuit, la colo c'était gratuit, on aidait, etc. Sans faire pitié, hein, il n'y avait pas de charité. Ça, ils laissaient ça aux curés, ils se battaient avec les curés sur la charité. Et c'était costaud quand même, vous voyez. Et le pays était plus pauvre, ce que rappelle Chomsky dans ce film, le pays était beaucoup plus pauvre dans ces années d'après-guerre, et on arrivait à avoir des politiques sociales. Je me souviens du dentiste de mon quartier, tous les mots m'attendaient, c'était gratuit pour les dents, vous voyez. Voilà. Bon, oui. C'était une horreur, le gars avait une roulette, c'était... Bon, mais enfin, il y avait une bonne intention, voilà, il y avait une bonne intention, c'est de soigner tous les maux. Bon. Et aujourd'hui, vous payez beaucoup plus riche. On nous dit qu'on ne peut plus faire ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de réduire les politiques sociales. On voit bien que les fake news, les fake news sont là, évidemment. Tout ça, oui, mais on a compris. Il y a un panneau qui s'est baladé dans une manif, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un gars qui portait un truc, c'est « Ne nous expliquez plus, on a compris ». Vous voyez, on a compris, ça y est les gars. Votre pédagogie, non, on a compris. On a compris, j'interprète ça, ce que je comprends de ce qu'il a compris, c'est dans la vie. C'est ça le truc le plus... Et là, on a eu, enfin, comme journaliste, on a eu les témoignages les plus forts et les plus sincères qu'on a eu en bientôt 30 ans de la Passe si j'y suis. Des gens qui ont une sincérité absolue. Réécoutez nos émissions, il y a des trucs, des bijoux extraordinaires. On est place de la Concorde, il y a une dame qui est là, et alors le reporter, alors, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Il dit « Je viens d'où on habite en Moselle. » Ah, ok. Et alors, vous venez souvent? Non, ça fait 2 fois qu'on vient à Paris. Moi, je suis venu. Ma fille, c'est la première fois. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Oh, moi, je vais bosser au Luxembourg. Je vais vous dire carrément, je nettoie les toilettes. Je fais les toilettes. Voilà. Je gagne temps. Alors, elle gagne, je ne sais plus combien, le SMIC, un truc comme un peu plus, peut-être. Voilà. Sa fille, elle travaille dans une serveuse. Voilà. Elles sont venues toutes les deux parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire? On va le voir. Qui ça? Le front Luquet, là. Ah, ok. Ah, mais vous avez d'autres enfants? Oui, j'ai un fils. Ah, il est venu? Non, lui, il fait des études, il n'est pas venu. Bon, d'accord. Il faut du Bourdieu sans peine, allez hop. Elle dit ok. Et elle dit, écoutez ça, vous l'avez sur... Et tout n'importe quoi, boum, il y a une grenade qui saute. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est? Mais elle dit, mais le reporter dit, mais c'est une grenade. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, mais ça pue! Elle dit, oh, ça brûle! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais Guéland dit, c'est une grenade lacrymogène. Ah bon? Mais pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, bah attendez, on va se mettre à l'abri. Mais pourquoi on va se mettre à l'abri? Mais nous, on est venus de machin. Oui, mais d'accord. C'est extraordinaire! C'est extraordinaire! Mais c'est cette France-là qui vient, c'est plus possible. C'est pas des pauvres. Vous connaissez, c'est pas des pauvres, c'est des gens qui se battent. Si vous vous battez, vous n'êtes plus pauvres, vous n'appartenez plus au monde des pauvres gens. Et après off, elle dit non, c'était pas là l'enterrement de Johnny. Alors il dit si, ça c'est quoi ça? Mais c'est l'église où Johnny, c'est l'église de Johnny, de la Madeleine. Oui, c'est l'église de Johnny, t'as vu? C'est l'église de... Il y avait toutes les motos là qui passaient. Bon, on entend les trucs qui pètent à nouveau. C'est extraordinaire, mais c'est cette France-là, partout on a vu ça. Partout on a vu ça. Vous savez ce que ça peut être quand vous êtes... ça fait des années, vous êtes au milieu des Champs-Élysées, hein? Avec les pavés qui ont sauté partout. Vous êtes tout seul au milieu des Champs-Élysées, les CRS arrivent, mais vous levez les bras comme ça et vous dites « J'encule Macron ». C'est quand même... C'est pas l'avenir peut-être immédiat, mais c'est un bon début. On s'arrête là ou... C'est un bon mot.